Discours de politique générale pendant 1h30. François Bayrou a détaillé hier après-midi son cap pour les prochains mois. Le Premier ministre a voulu ménager la chèvre et le chou, voulant jouer l'apaisement en envoyant des signaux à sa gauche et à sa droite. Il a remis le sort de la réforme des retraites entre les mains des acteurs sociaux. Il a aussi indiqué vouloir remettre en question la pyramide des normes. Un geste également envers le monde agricole avec une charge contre l'Office français de la biodiversité. Beaucoup de sujets, Louis Dauphren. Et oui, que nous allons explorer puisque nous sommes un peu conduits à faire l'exégèse du discours de politique générale de François Bayrou avec notre invité ce matin qui, de surcroît, représente son gouvernement. Bonjour Françoise Gatel. Bonjour. Vous êtes ministre déléguée chargée de la ruralité. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Sénatrice, vous avez été présidente de l'association des petites cités de caractère. La motion de censure sera débattue demain à partir de 15h et mise en vote à 17h30, annonce de Yael Braun-Pivet ce matin. Jusqu'à quand serez-vous ministre, Françoise Gatel ? Eh bien, écoutez, je ne le sais pas. Tout est provisoire dans la vie, n'est-ce pas ? Y compris la fonction de ministre. François Bayrou a appelé hier à la stabilité. Ça devient urgent, la stabilité ? Ça devient absolument nécessaire. Depuis le début du mois de janvier, comme beaucoup d'élus, moi je parcours des cérémonies de vœux. Il y a énormément d'assistance à ces vœux et les personnes qu'on y rencontre, les élus disent une seule chose, ça suffit, nous on veut un budget, arrêtez ce qu'ils appellent vos chicailleries, disent les élus locaux, rassemblez-vous. Vous avez des idées différentes, mais rassemblez-vous, il nous faut un budget parce que on sait que les finances de la France sont plus qu'en dérapage et que ce qui se passe ne fait que s'aggraver. Donc moi, je pense que les gens sont loin de ce que j'entends ici ou ailleurs. Est-ce que le discours de François Bayrou va dans la bonne direction selon vous ? C'est un discours de politique, générale. Donc un discours de politique générale donne un esprit, une orientation. Moi, je trouve que ces mots, il a des mots très forts. J'ai beaucoup aimé ce mot de promesse française. François Bayrou, il décrit la réalité de notre pays, les difficultés pour ces 22 millions d'habitants qui composent la ruralité, c'est 88% de nos communes françaises, c'est 10 millions de jeunes de moins de 20 ans dans des communes moyennes et des citoyens qui aujourd'hui se sont aussi un peu déclassés. On a des personnes qui sont en difficulté, des entreprises qui ont besoin de stabilité. Et je trouve qu'il a aussi renvoyé, on en parlera sûrement, par sa proposition sur les retraites, à la responsabilité, au dialogue et à la concertation. Avant de venir sur les retraites, je voudrais évoquer avec vous l'étude des cahiers de doléances des Gilets jaunes. Oui. C'est une annonce qu'il a fait. Oui. C'était pourtant il y a 6 ans, les Gilets jaunes. Est-ce que c'est parce qu'il y a une crainte de la part du gouvernement de voir ressurgir le mouvement des Gilets jaunes à l'aune justement de ce climat politique plutôt chahuté ? Alors, les Gilets jaunes étaient l'expression ou extrêmement visible de l'exaspération de nos concitoyens qui expriment ce sentiment, on n'a pas cessé de le dire, de déclassement, d'abandon et de perte d'espérance. Vous voyez, c'est-à-dire ces gens, ils sentent que le futur s'écrit sans eux. Et que être dans les territoires ruraux, comme on dit dans ma Bretagne, c'est des ploucs qui n'ont pas d'avenir, c'est à côté du monde. Et cette expression qui était extrêmement violente et forte a vraiment nous a tous saisis. Et qu'en même temps, si je puis dire, cette expression ou cette réalité, elle existe depuis longtemps. Enfin, c'est Jacques Chirac qui avait inventé la fracture territoriale. Et on voit bien que la France, quand je dis elle se disperse, c'est-à-dire elle s'éclate en territoires un peu différents, qui ont plus ou moins d'atouts aujourd'hui, qui traversent des périodes très difficiles. Et que François Bayrou, quand il parle de la promesse française, c'est ça. C'est-à-dire, au cœur de notre action politique, il doit y avoir chaque Français, chaque citoyen, quel que soit l'endroit où il habite, son âge, sa situation. Chacun doit avoir une promesse. Enfin, moi, je le dis pour la ruralité, c'est une promesse d'avenir. Mais on a l'impression d'avoir déjà entendu ça avec Michel Barnier. Concrètement, qu'est-ce qu'il y a de nouveau cette fois ? Non, mais que vous l'ayez entendu, la fracture territoriale, vous continuez à en entendre parler parce qu'elle existe profondément. Et qu'il ne faut pas l'oublier. Comment on la résout ? Non, mais il en a parlé, je rappelle, c'est un discours de politique générale.
Ensuite, il y a tout un volet, il en a parlé sur l'école, c'est-à-dire il place l'école. Assez peu l'école, hein. Il n'a pas dit grand-chose. Il a quand même dit, ouais, mais il a dit une phrase en disant que l'école était l'essentiel de cette promesse d'espérance. Elisabeth Borne, Mais quand même. Françoise Gatel, on ferme les classes justement dans les territoires ruraux parce que la démographie est déclinante. Donc l'éducation nationale anticipe les fermetures de classes et sur la base d'une démographie déclinante, alors qu'elle en ouvre ailleurs. Non, on doit avoir une méthode différente qui avait été initiée par le plan ruralité, qui est faite dans certains territoires, mais qui n'est pas faite dans d'autres. C'est-à-dire, on a une réalité démographique. La réalité démographique, c'est la baisse de la natalité partout. Et qu'en même temps, je rappelle que depuis quelques années, le gouvernement avait dédoublé des classes, voilà, y compris en ruralité, et qu'aujourd'hui, ce qu'il nous faut faire, et ça commence à être fait, c'est travailler avec les élus, c'est-à-dire il faut que les directeurs d'académie, les recteurs d'académie rencontrent les élus et travaillent avec de la visibilité. On ne peut plus aujourd'hui accepter que c'est en février que le DAZEN, il fait très bien son travail, il appelle le maire, il dit voilà, monsieur le maire, moi je ferme une classe au mois de septembre, et que ça se discute pas. Ça, c'est plus possible. C'est-à-dire, il faut qu'on donne des solutions et des organisations. On a des solutions. En même temps, s'il n'y a pas d'enfants. Oui, mais vous ne pouvez pas. Vous savez, c'est le cercle vertueux. C'est-à-dire, si vous fermez des écoles, vous n'accueillerez pas de familles. Et si des personnes des familles habitent dans une commune et qu'ils doivent, pour scolariser leurs enfants, faire 7 ou 8 kilomètres quand les enfants ont 3 ans, ça ne se fera pas. Donc, ce que dit François Bayrou et ce que nous disons avec François Rebsamen, c'est qu'il faut faire du travail de dentelle et qu'il faut regarder comment on répond à cette promesse française qui n'est pas la même à Paris, dans le 7e, qu'elle peut être dans la Lozère, dans les Côtes-d'Armor. On a parlé de la démographie, vous avez parlé d'espérance aussi et de promesses, Françoise Gatel. Quand on voit cette natalité, les chiffres de l'INSEE hier sont effrayants, hein, natalité au plus faible depuis 1945. On se rappelle, il y a un an, les propos d'Emmanuel Macron qui avait parlé au réarmement démographique, expression abondamment commentée. Est-ce que l'espérance, ou plutôt le manque d'espérance des Français, ne se traduit pas aussi dans la natalité? Et en quoi un discours comme celui d'hier peut-il redonner cette espérance? Certes, il y a ces mots de promesse d'avenir, mais il y a aussi le brouhaha en face, il y a aussi en face l'expression de la volonté politique et de ménager la chèvre et le chou. En quoi un discours comme ça peut redonner de l'espérance? Je pense que la baisse démographique est très préoccupante, elle est inquiétante. Elle renvoie effectivement à la question des interrogations de ceux qui sont en âge d'avoir des enfants, portent sur l'avenir. Et puis on a aujourd'hui une société qui est très différente de ce qu'elle était. Il y a des gens qui ont peur de l'avenir. 2, il y a aussi des gens qui considèrent que ce monde est tellement difficile, notamment écologiquement, qu'on ne peut pas contribuer à aggraver les choses. Et puis, vous avez aussi des vies personnelles et professionnelles qui font qu'il y a une priorité qui, à un moment, peut être donnée à la vie professionnelle, qu'après, ça devient plus difficile d'avoir des enfants. Et aujourd'hui, comment dire, je pense aussi que ce qui était la logique d'une vie, voilà, où à un moment, on avait des enfants, on s'installait, on crée une famille, voilà, ce modèle-là n'est plus la norme. Mais c'est l'expression d'une désespérance ou la faute à un modèle qui semble aujourd'hui dépassé? Alors moi, je cherche jamais les fautes des gens. Je pense que ce qui se passe dans une société, c'est le fruit de cette société. Ce que l'on constate aussi factuellement, c'est qu'il nous faut une politique avec des actions très concrètes, favorables à l'enfance et à la petite enfance. On parle des écoles, on parle aussi des modes de garde des enfants, de l'éveil. Voilà, il faut aujourd'hui faciliter la vie des gens. Et quand la France baisse un peu son action ou son engagement en faveur des familles, quelles que soient les familles, à un moment, on voit bien, il y a une sorte de corrélation et que la baisse démographique, elle est là. Donc c'est un choix de société. En tant que ministre de la Ruralité, à quoi mesurez-vous que vous aurez atteint les objectifs? Alors, moi, je suis un colibri. Vous connaissez l'histoire du colibri. Donc, modeste. Mais le colibri est extrêmement important
Parce que le colibri, c'est ce tout petit oiseau avec un tout petit bec qui, à un moment, contribue à éteindre un incendie. Alors, ça fait rire tout le monde, parce qu'on dit qu'il est ridicule, mais c'est cette idée à laquelle je crois. Si chacun fait sa part, les choses fonctionneront mieux. Et donc, moi, je suis ce colibri, je suis là où je suis aujourd'hui, parce que c'est la résultante de mon engagement d'élu local. J'étais maire pendant 17 ans, présidente d'une interco, et moi, c'est aussi le résultat, je vais dire, de mon éducation, parce que j'étais, voilà, éduquée en quelque sorte, où j'ai vécu dans une famille, dans un univers où il était naturel, comme on respire, d'avoir un engagement, tout ça. Voilà. Bon. Donc maintenant, moi, ce sont des chiffres qui parlent. Il y a deux choses. C'est d'abord, est-ce que le regard de tous ceux qui vivent pas dans la ruralité sur la ruralité a changé? C'est-à-dire, est-ce qu'on n'a pas une sorte de, vous voyez, comment dire, pas de misérabilisme envers la ruralité. La ruralité est à part entière une composante de notre société. Elle est des plus modernes pour deux raisons. C'est quand même 22 millions d'habitants, 88% de la population. Et la ruralité, elle n'a jamais été aussi moderne et aussi utile, parce que les villes seront asphyxiées si elles n'ont pas une réciprocité avec la ruralité qui leur fournit l'eau, qui fournit l'alimentation et qui fournit l'énergie renouvelable. Donc on doit avoir un regard entre la ville et la ruralité assez complémentaire. Puis il y a des choses qui marchent. Vous prenez ces maisons France Service, vous avez 18 opérateurs, enfin 11 opérateurs pour la retraite, les caisses d'allocation familiale, des formalités de sécurité sociale, qui sont aujourd'hui rassemblées dans à peu près 2700 maisons France Service, partout dans le territoire. Des guichets uniques, en fait. Hein. Oui, à moins de 30 minutes de chez vous, parfois c'est 20 minutes, vous allez, on vous aide à démêler un dossier compliqué de retraite, de sécurité sociale. Et depuis 2023 que ça a été mis en place, il y a à peu près 9 millions de demandes qui ont été traitées. Mais tout ça, vous voyez, c'est invisible, parce que personne s'y intéresse. Mais on parlait de la démographie tout à l'heure. Le sujet pour la ruralité, c'est aussi l'âge. Alors, la ruralité, je ne vais pas faire ma savante. Mais la ruralité, c'est comme tout, c'est un peu plus compliqué que ce qu'on pense. Il y a 4 types de ruralité. Vous avez une ruralité autour des villes, on va dire, de province et des villes moyennes. Parce que vous avez un collège, vous avez un lycée, vous avez une attractivité autour, vous avez des petites villes qui se sont développées en habitation. Vous avez une ruralité qui est une ruralité touristique, qui va plutôt bien. Vous avez une ruralité qui est une ruralité où il y a des industries, des usines, et puis vous avez une partie de ces 22 millions d'habitants et des 88% des communes qui est cette ruralité en grosse difficulté. C'est la ruralité essentiellement, on va dire, agricole, dans des territoires enclavés, où vous avez une population vieillissante et une baisse démographique. Donc quelle est sa part, cette ruralité, en nombre ? Alors, dans la part de la ruralité générale, c'est, je crois, entre 4 et 8%. C'est pas la partie la plus importante de la ruralité. Mais c'est celle qu'on se représente quand on évoque le mot ruralité. Et ben voilà, et bien justement, je vous dis, quand on dit qu'il y a, enfin, c'est pas, on dit, il y a 22 millions d'habitants dans la ruralité, et une ville de 5000 habitants, voire de 10 000 habitants, peut être dans la ruralité, parce que c'est une question de densité de population. Est-ce que vous dites, en fait, Françoise Gatel, c'est qu'en réalité, 95% ou 90% de la ruralité se porte plutôt bien? C'est pas qu'elle se porte plutôt bien, mais elle n'est pas forcément déclinante, elle est fragile, parce que là où vous avez de la désindustrialisation, on a beaucoup de difficultés, parce que c'est aussi dans cette ruralité qu'on a des ouvriers. Donc vous voyez bien que la volonté des gouvernements successifs de réindustrialiser la France est absolument nécessaire, parce que c'est dans la ruralité qu'on va mettre des usines. Et puis il y a ce malaise agricole qui est plus qu'un malaise qu'on doit traiter, parce que les agriculteurs sont bien des essentiels pour un pays et pour notre souveraineté, et que on a ce secteur de la ruralité qui est très difficile. Mais toute la ruralité ne va pas mal, et notamment on voit aujourd'hui se développer dans des territoires qui ont un environnement assez remarquable. Prenez l'exemple de la Loire à vélo. C'est devenu une forme de tourisme que les gens adorent. Eh bien, ce tourisme à vélo le long de la Loire
peut descendre jusque dans la Haute-Loire et faire que vous avez une forme de tourisme tout au long de l'année, un tourisme familial, tranquille, paisible, qui va permettre de rénover de l'habitat, de faire des chambres d'hôtes, et qui va faire vivre des commerces. Donc, la ruralité, elle est aussi en train de se réinventer, parce que il y a quelque chose qu'on a un peu perdu dans notre pays, c'est cette synergie et cette solidarité entre les gens. Vous allez dans n'importe quelle petite ville ou village de la ruralité, les élus travaillent avec tout le monde, ils travaillent avec les entreprises, travaillent avec les associations. Il faut inventer son présent et inventer son avenir. Et vraiment, moi, je trouve qu'il y a des choses fabuleuses. Ce sont des territoires où on ne renonce pas. C'est compliqué, c'est difficile. Il n'y aura jamais des choses extrêmement dimensionnées. Mais moi, je trouve qu'il faut retrouver le sens du commun, le sens du projet dans un territoire. La vie, elle est là. Est-ce que c'est important qu'il y ait des ministres, peut-être même davantage, qui soient justement issus de la ruralité, issus de ces territoires ? On doit avoir des ministres qui représentent la société dans sa diversité. Mais je pense, vous le regrettiez avant, on avait beaucoup critiqué les précédents gouvernements parce qu'ils étaient trop parisiens ou très parisiens. Mais, je veux dire, le fait d'être parisien ou pas, moi, je n'émets pas de critique là-dessus. Je dis simplement qu'un gouvernement, il gouverne pour toute la France et tous les Français. Ça aide quand on connaît un peu. Moi, il y a des sujets dont moi, je ne parlerai pas parce que je ne connais pas. Et surtout, le fait d'avoir, et vous voyez des élus locaux dans un gouvernement, ce sont des gens qui fabriquent les décisions politiques à partir de la réalité. Et on ne décide pas, nous, on ne pense pas qu'on doit décider depuis Paris de ce qui est bon pour la Lozère ou d'autres territoires. Merci beaucoup Françoise Gatel. Je rappelle que vous êtes ministre déléguée en charge de la ruralité. Vous êtes sénatrice, vous avez été présidente de l'association des petites cités de caractère.